Au printemps 1994, le Rwandais est plongé dans l'horreur du génocide, tandis que le monde observe indifférent. Mais au milieu des ténèbres de cette période, une lumière d'espoir émerge. Baye Ndiaye, un soldat des casques bleus sénégalais dont l'héroïsme deviendra légendaire. Que tu le veuilles ou non, je vais la tuer. Baye a dit non, vous ne la tuez pas tant que je suis là. Ou vous la tuez en même temps avec moi. Si vous la tuez et que je vis, le monde entier saura que vous avez tué quelqu'un. Parce que je fais partie d'une mission spéciale, exactement comme ce qu'il a dit. Those perpetrators were using all kinds of crude implements, machetes, wood nails, spears, all kinds of things. He would intervene. He would get into the middle of it and he would try to rescue as many citizens, as many Hutus, as many Tutsis and moderate Hutus as possible. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché, ont mis en évidence ses grandes qualités de courage, de ténacité. C'est quelqu'un qui incarnait parfaitement l'esprit militaire. Dans ce pays martyr, accompagné ou plutôt guidé entre guillemets par un officier Tutsi. L'odeur est pestilentielle. Les corps en décomposition de familles entières bornent encore la route entre la frontière tanzanienne et Kigali. Les uns, surpris dans leur maison, d'autres, froidement exécutés, les mains liées dans le dos. Sans doute pour prouver l'ampleur du massacre, les rebelles du Front populaire rwandais, le FPR, qui a repris la région à l'armée gouvernementale, ne se sont toujours pas décidés à enterrer ces morts. Ils baladent les journalistes, une sorte de safari de l'horreur. Conter cette tragédie fait frémir les cœurs, fait penser à celui-là, qui s'est illustré par son courage au Rwanda pendant le génocide. Le capitaine Baye Ndiaye, ce remarquable et charismatique officier sénégalais né à Koki, dans le département de Louga, le 18 mars 1958. Baye Ndiaye a fait ses études de droit à l'université de Dakar, avant de s'inscrire à l'École nationale des sous-officiers de Thiès. La carrière de Baye Ndiaye est une carrière extraordinaire. Il a servi d'abord en Casamance. Il a ensuite été affecté ici au Rwanda sous couvert de l'organisation de l'unité africaine. Et c'est après qu'il a été donc, sous les couleurs de la mission des Nations Unies. Et pendant toute cette période-là, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché, ont mis en évidence ses grandes qualités de courage, de ténacité. C'est quelqu'un qui incarnait parfaitement l'esprit militaire dans toute sa splendeur. Alors que les milices Hutus lancent une campagne de génocide visant les Tutsis, Baye Ndiaye, affecté à la mission des Nations Unies au Rwanda mi-noir, se retrouve confronté à un défi monumental, ne pas intervenir. The role of military observers is like the word: you observe, you document, you see. So it means they are not engaged in active peacekeeping operations or active peace enforcement operations, in which case they don't carry any arms. So as a military observer, he was supposed to, where necessary, intervene to encourage people not to fight, to look for amicable solutions to the problems that were happening at that time. Malgré les ordres stricts, il brave les lignes de front, risquant sa vie pour sauver autant de personnes que possible. Quand il y a eu le génocide, moi aussi comme des autres aussi, j'étais une victime. On a été obligés de nous enfouir vers la paroisse Sainte-Famille, moi et ma famille. Évidemment, il y a certains qui ont été tués, on les a laissés là-bas. On courait n'importe où pour
sauver sa vie, j'ai eu le malheur de rencontrer un militaire. C'était pas un militaire, c'était un aumônier militaire. Donc c'était un prêtre du nom de Rukundo Emmanuel. Il était habillé en militaire avec des fusils et des grenades. Quand il m'a vu, il s'est mis en colère. Il m'a dit, toi je vais te tuer. Parce que c'est à cause de vous que l'OFPR est en train de nous tuer, c'est à cause de vous. Il a pris son Kalachnikov, donc il m'a mis en joue. Il a voulu tirer sur moi, mais heureusement, Mbaye était en retard. C'est lui qui, je pense qu'il était comme officier d'ordonnance, je ne sais pas quoi. Il était resté et il est venu après, et quelques minutes de retard. Ces quelques minutes de retard m'ont sauvé. S'il était venu avant et qu'il était passé avec le bobo, j'aurais été tué. S'il était venu avant, j'aurais été tué. S'il était venu un peu plus tard, j'aurais été tué. Mais il est venu, il a vu que on allait me tuer. Il s'est mis entre le prêtre et moi. Donc il s'est interposé, il est venu devant moi comme bouclier. Alors il a dit, monsieur, parce qu'il ne savait pas si c'était un prêtre, c'était quoi, il a dit, vous n'allez pas tuer cette dame, parce que je la connais. Le prêtre a dit, non, tu n'es pas capable de me l'interdire, je vais la tuer, que tu le veuilles ou non, je vais la tuer. Alors, Mbaye a dit, non, vous ne la tuez pas tant que je suis là. Ou vous la tuez en même temps avec moi, ou si vous la tuez toute seule, seulement, si vous la tuez et que je vis, le monde entier saura que vous avez tué quelqu'un. Parce que je fais partie d'une mission spéciale, exactement comme il a dit. Je fais partie d'une mission spéciale. Le monde entier connaîtra ce que vous avez fait. À l'heure où la communauté internationale ferme les yeux et tourne le dos face au génocide, Mbaye Ndiaye, le capitaine Courage, offre l'exemple de bravoure et d'altruisme face à des miliciens incontrôlables. Quand nous avons su que même nos voisins étaient en train d'être tués, ce matin-là, nous avons décidé de nous réfugier chez les sœurs, les religieuses qui étaient nos voisins directs. Et donc nous avons grimpé sur notre clôture pour aller chez eux. Aujourd'hui, le nom Mbaye Ndiaye résonne comme un symbole de courage, d'altruisme, de sacrifice. Son histoire reste une source d'inspiration pour les générations futures. Mbaye Ndiaye, qui aurait eu 65 ans cette année, que nous célébrons chaque 31 mai depuis l'ouverture de l'ambassade du Sénégal à Kigali. Nous en étions cette année à la 2e édition parce que nous avons jugé nécessaire en tant qu'ambassade du Sénégal au Rwanda de nous rappeler Mbaye Ndiaye pour ce qu'il a fait pour le Rwanda, pour les Rwandais. Il l'a fait également pour le Sénégal et les Sénégalais. Il l'a fait pour l'Afrique et les Africains. Et il l'a fait pour l'humanité. Parce qu'il a donné sa vie pour sauver des vies. Pour la première fois, j'ai rencontré le capitaine Mbaye Ndiaye parce qu'il y avait des militaires de la MINUSMA, donc de la mission des Nations Unies pour le Rwanda, la MINUSMA, qui était à l'hôtel des 1000 collines et qui avait escorté les expatriés qui devaient rentrer chez eux, qui maintenant étaient là à l'hôtel au niveau
au premier niveau. Et là, quand nous sommes arrivés, j'ai marché dans l'hôtel pour savoir qui sont là. L'hôtel était plein, pas presque, mais était archi plein même, parce que nous, on n'avait même pas de chambre à nous. Nous sommes allés loger avec les Roussé Savadina qui étaient dans une chambre, je dirais, une suite. C'était une suite et nous étions entre 27 et 28. Nous sommes allés demander de l'eau chez les militaires puisqu'on nous a dit ces militaires de la minoire, ils ont des bouteilles d'eau. Et comme on avait du mal à trouver de l'eau à boire, avant on avait de l'eau courante dans l'hôtel qu'on pouvait bouillir et boire, mais l'eau a été coupée à un certain moment et c'est là que nous avions rencontré un militaire gentil qui était le capitaine Baye, qui était prêt à nous donner même de leur ration. Il y a certains gens qui parlent de bravoure. Moi, je pense que c'est un amour qu'il avait pour l'être humain. Et l'amour et la bravoure en même temps. Je pense que, je ne sais pas comment le dire, c'est pas du courage, c'est plus que ça. Donc, il s'est oublié lui-même en passant aux gens qui souffraient et qui devaient mourir. Il était décidé. Donc, il était décidé à combattre pour sauver les gens. Ou alors mourir avec eux. C'est ce qu'il a fait. Quand on parle de notre identité, on ne peut pas ignorer par exemple des clans. Si on parle de l'ethnie, de race, les Rwandais se voyaient tous, les gens, peut-être qui pouvaient se différencier selon leur clan. Il y avait des 18 clans et ces clans associaient aussi toutes ces castes sociales. Donc, dire par exemple le clan de Abega, le clan de Abasindi, le clan de Nidinya, ainsi de suite. Donc, dans le Nidinya, vous pouvez trouver les Hutus et les Tutsis à la fois. Et dans l'Abega également. Donc, les gens attachaient une grande importance au clan plus qu'à leur caste sociale parce que c'était quelque chose de très mobile. Donc, si on peut résumer notre identité, c'était fait de cette manière. Et la force de la communauté, parce que c'était une société féodale, c'était un peuple qui s'assemble autour du royaume. Donc le roi symbolisait la survie, la force, l'avenir, la souveraineté. Et c'était en fait, c'était une société féodale avec des gens qui étaient très soudés. Et notre langue a toujours été la même. Au Rwanda, on n'a jamais eu de différentes langues. On parle tous le Kinyarwanda, qui est notre langue maternelle. Et c'était une société monothéique aussi. Au Rwanda, on n'a pas connu des dieux, c'était un seul Dieu. Donc c'était des gens c'était la même population, c'était le même peuple, c'était les gens qui travaillaient ensemble et qui étaient très unis. Et alors on parle de la colonisation avec l'arrivée des prêtres, l'Église catholique, les missionnaires qui sont venus au premier royaume de Musinga et qui ont resté même après et qui travaillaient à une étroite collaboration avec la colonisation, d'abord allemande et plus tard belge, pour changer le cours de l'histoire. Comment? Parce qu'ils avaient des instructions très claires de comment ils allaient coloniser l'Afrique ou les sociétés. Et, par exemple, dans un endroit où ils allaient trouver une société aussi soudée, ce qu'ils devraient faire, c'est juste de s'appuyer sur une élite du pouvoir. Au Rwanda, il arrivait que, parce que chaque société, il y a toujours une élite qui gère la société, et ils ont trouvé que, par exemple, le Hutu, les Tutsis, les Tutsis associaient plus avec quelque chose de, comme je l'ai dit, social, et les Tutsis possédaient beaucoup plus de troupeaux, ils étaient plus présents dans l'élevage de troupeaux. Et là, ils ont dit que, alors, d'abord, redéfinir la société, dire
On va vous donner des cartes d'identité qui sont statiques, auxquelles vous ne pouvez plus changer. Et pour savoir ce qui est Hutu, ce qui est Tutsi et toi, ils ont procédé à compter les vaches. Si vous avez 10 vaches, et là vous êtes catégoriquement un Tutsi, et si vous devrez aussi, et ça veut dire que vous devrez aussi répondre à quelque qui est très morphologique, physique. Vous êtes élancé avec des nez pointus, avec le nombre de côtes, et là vous êtes qualifié comme Tutsi. Et là vous êtes Hutu, si vous êtes Hutu, vous êtes associé au peuple bantou, parce qu'il me disait que des Tutsis c'était plutôt les Hamitiques. Alors si vous êtes Hutu, comment vous allez trouver que vous êtes Hutu? C'est que vous êtes un peu court, vous avez des gros nez et vous avez moins vaches. Et du coup, vous êtes dans une famille là où certains membres des familles deviennent alors Tutsi et certains deviennent Hutu. Alors qu'ils ont la même descendance de parents. Et ils ont catégorisé ça. Et non seulement ça, ils ont aussi donné des cartes d'identité avec la mention claire. Vous êtes Hutu, vous êtes Tutsi et toi. Et les gens commençaient à se voir différents. Et non seulement ça, ils ont aussi amené l'idéologie qu'être Tutsi, cela veut dire que vous êtes très intelligent, vous n'êtes pas originaire de cet endroit, vous avez des racines hamitiques. Le prix des atrocités de masse et du génocide est toujours très élevé. Après la fin de cette tragédie, en juillet 1994, le Rwanda est un pays dévasté. Ses infrastructures de base étant détruites, des millions de personnes déplacées et de nombreuses Tutsis survivants ont perdu leur famille. De nombreuses femmes ont subi des conséquences de ces atrocités, des viols et des violences sexuelles. Des milliers d'enfants sont devenus orphelins et ont dû se débrouiller tout seuls. D'innombrables survivants ont développé des problèmes psychologiques à long terme. Il y avait des enfants parmi les tueurs. Il y a ceux qui étaient dans les mêmes classes que mes enfants, qui les reconnaissaient, qui disaient « Toi aussi, tu es un cancre-là et on va te tuer. » Et donc, il y a maintenant le capitaine Mbaye Ndiagne qui faisait partie de l'escorte, qui était dans une jeep. Donc, juste devant nous, il était sorti de la jeep et puis il est venu, il a dit « Non, vous n'allez pas les tuer. Si vous devez les tuer, vous passez sur mon cadavre. » Il a ouvert les bras comme ça et il s'est mis derrière le camion. Il a dit, si vous devez les tuer, vous passez sur mon corps. Moi, je n'accepte pas. C'est moi qui ai pris la responsabilité de conduire ces gens. Donc, vous ne les tuez pas. Et il n'osait quand même pas le tuer. Mais quand je voyais, il avait accepté de mourir. Dans le cadre des missions de maintien de la paix, partout dans le monde, les jeunes qui sont mobilisés dans ces missions-là, je crois, ont un exemple. L'armée sénégalaise regorge d'hommes de valeur et Mbaye Diagne en est la plus parfaite illustration. Je crois que le viatique qui leur est donné à chaque fois qu'ils vont dans un pays africain ou dans un autre pays pour porter le message de paix, pour faire du maintien de la paix, je crois qu'il y a toujours en arrière-plan ce que Mbaye Diagne a fait ici, qui est un acte de bravoure exceptionnel. On the 31st of May 1994, as he had gone into one of those operations rescuing people, he was returning to base and a mortar exploded near his car and he was killed and he died. So the Captain Mbaye Diagne medal is essentially a recognition for valor, for working beyond the call of duty, for bravery, working, even at the highest risk to yourself, but believing in the common humanity, believing that every human being should be protected, should be saved where necessary. Le capitaine Mbaye Diagne a, dès 2005, été décoré dans l'Ordre national du Lion au Sénégal.
Le Rwanda a également reconnu son sacrifice à sa juste valeur en lui décernant la médaille Umurinzi en 2010. Et l'Organisation des Nations Unies a créé en 2014 la médaille Mbaye Diagne, décernée pour courage exceptionnel. Et présentement, l'État du Sénégal a également reconnu, ou en tout cas une reconnaissance supplémentaire de l'œuvre de Mbaye Diagne, en donnant son nom au centre d'enseignement tactique de Thiès, qui actuellement donc est appelé CET Mbaye Diagne. C'est essentiellement une manière pour ces pays et l'institution onusienne de reconnaître que Mbaye Diagne est un héros et que son exemple mérite d'être cité partout. Rwanda is so unique that in the immediate aftermath of the genocide against the Tutsi, the reconstruction of the state and the reconstruction of the society, the UN system was right there with the liberation movement, with the government that emerged after that. You want to talk about rehabilitation of people? Hundreds of thousands of people came from outside Rwanda back to the country. Those who had been victims of previous attacks in their people, and refugees who had come back. Buildings were destroyed, infrastructure was destroyed. So how do you get a state up and running again where there is significant destruction and the state have been looted, facilities destroyed? So from rehabilitation, for reconstruction, to reactivating the educational system, to reactivating the health system, to starting the basic essentials of creating a functional government. Dans sa course vers la paix et le pardon, le gouvernement rwandais a créé un nouveau système judiciaire appelé Gacaca. Le 18 juin 2002, il fallait depeupler les prisons. Ce système coutumier d'audience destiné à résoudre les conflits locaux avait pour mission de juger un peu plus de 100 000 personnes soupçonnées de génocide. Il y a beaucoup de tueurs qui ont été emprisonnés. Ils étaient des centaines de mille, presque dans les 200 000 prisonniers génocidaires. Et le gouvernement a commencé à se dire comment on va juger tous ces gens. Ils sont nombreux. Et on a commencé à étudier comment pouvoir au moins leur faire justice. Parce qu'il y en a aussi qui étaient emprisonnés, qui n'avaient peut-être pas tué. Et qui avaient peut-être seulement volé les haricots, volé les vaches. La punition devait être différente. Et donc, c'est là qu'on a commencé à parler des juridictions Gacaca, qui sont comme un tribunal communautaire où les gens s'asseyaient au-dessus d'un arbre comme ça, et puis ils ont commencé à dire ce qui s'est passé. C'est elle qui nous a appelés pour qu'on aille tuer là-bas, et puis on a enterré tel ici, et on allait chercher le corps, on le trouvait, comme ça on pouvait l'enterrer dans la dignité. Si on se base sur des statistiques données par le ministère de l'Unité nationale, il y a le pardon et la réconciliation et l'unité nationale. La résilience et la réconciliation du pays, ça va de pair. Donc. Et c'est là aussi, bien sûr, on ne peut pas parler de la réconciliation sans toutefois parler de pardon, la demande de pardon. Ce long processus qui permet de mettre des mots sur la souffrance pour mieux accepter ces événements traumatiques. Mbaye Diagne, le casque bleu qui a sauvé des Rwandais, a montré au monde entier que même au milieu des pires atrocités, la compassion et le courage peuvent briller. Son héritage perdurera à jamais, rappelant à tous que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence.